Optimisez votre marge. Ce plan de cours va vous être présenté en 3 modules. Petit 1, les connaissances des prérequis. Petit 2, les matières premières. Et petit 3, les fiches de fabrication et le livre des recettes. Les objectifs de ce cours vont nous permettre de découvrir vos réels coûts de production afin de maîtriser votre marge, de négocier vos prix d'achat de matières premières, de gérer des supports facilitant vos fabrications et d'optimiser vos ventes. Plan de cours 1. Les connaissances des prérequis. Nous allons traiter 5 points, à savoir votre société, les différents postes de travail, le taux des TVA en vigueur, la catégorie des produits et vos fournisseurs. Les différentes sociétés. Nous allons commencer par la SARL. Il s'agit d'une société à responsabilité limitée. Elle est également appelée SARL pluripersonnelle car elle se compose d'au moins 2 personnes qualifiées d'associés. La présence d'au moins un représentant légal appelé gérant est exigée. Le fonctionnement de la SARL et son organisation sont strictement encadrés par des dispositions législatives précises et nombreuses. Ce cadre législatif, bien que strict, est rassurant et sécurisant. L'EURL, qu'elle porte le nom d'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, de SARL unipersonnelle ou de SARL à associé unique, il ne s'agit ni plus ni moins que d'une société à responsabilité limitée créée par une seule personne. La personne qui a créé cette société est appelée associé. La présence d'au moins un représentant légal appelé gérant est exigée. Le fonctionnement de la SARL associée unique et son organisation sont strictement encadrés par des dispositions législatives précises et nombreuses. Ce cadre législatif, bien que strict, est rassurant et sécurisant. La SCI. Il s'agit d'une société civile immobilière. Elle se compose d'au moins 2 personnes qualifiées d'associés. Elle consiste en la construction ou l'acquisition de biens immeubles en vue de leur location ou de leur mise à disposition. Elle permet la gestion patrimoniale et évite le démembrement de propriétés en cas de succession avec pluralité d'héritiers. Plus généralement, elle permet à un groupe de personnes l'acquisition d'un bien immobilier en commun. La SAS. Il s'agit d'une société par action simplifiée. Elle se compose d'au moins 2 personnes qualifiées d'associés ou plus précisément d'actionnaires. La direction de la société peut également être collégiale, les pouvoirs de direction étant alors répartis précisément entre les différents acteurs. La présence d'un représentant légal appelé président est requise, et il ne peut y avoir qu'un seul président. Le fonctionnement et l'organisation de la SAS peuvent être aménagés librement et dans une large mesure par les associés lors de la constitution. Cette structure se caractérise par sa souplesse de fonctionnement grâce à la libre fixation de nombreuses clauses. La SASU. Il s'agit d'une société par action simplifiée unipersonnelle. Elle est constituée d'une seule personne qualifiée d'associé, ou plus précisément d'actionnaire. Tout comme la SAS, la présence d'un représentant légal appelé président est requise. Il ne peut y avoir qu'un seul président. Le fonctionnement et l'organisation peuvent être aménagés librement dans une large mesure par les associés lors de la constitution, et cette structure se caractérise par sa souplesse de fonctionnement grâce à la libre fixation de nombreuses clauses. Voici, en récapitulatif, un tableau qui vous présente les différents statuts de société réalisables, ainsi que les différents critères qui s'y rattachent, concernant entre autres l'activité préconisée, les obligations comptables, les impositions, la protection sociale, etc. Les différents postes de travail. L'analyse des postes de travail est une procédure qui fait partie des tâches administratives d'une entreprise et qui consiste à déterminer les responsabilités et les obligations des postes de travail. Cette analyse permet de décider quelles personnes devraient être embauchées pour occuper des postes en fonction de leurs compétences et de leur expérience. L'analyse de ces postes de travail, en fin de compte, n'est que la collecte, l'organisation et l'évaluation des informations concernant un poste de travail. L'analyse de poste oriente votre démarche de recrutement. En bref, elle vous permet de préciser les exigences du poste, identifier les compétences requises, de définir le profil du candidat recherché. Les éléments sur lesquels vous allez baser votre réflexion sont l'ensemble des fonctions et des responsabilités et leur étendue, la tâche principale et secondaire, les imputabilités, le contexte d'exercice du poste.
Pour vous aider dans votre réflexion, n'hésitez pas à consulter les employés qui occupent déjà le poste à combler, ou des postes similaires, ou le superviseur du service concerné. Ils connaissent bien votre entreprise et vous aideront à identifier les principales tâches et responsabilités à combler. Concernant la description du poste, il est important d'avoir en main une description écrite de chacun des postes de l'entreprise. Conservez précieusement vos descriptions de poste et mettez régulièrement à jour l'information en fonction de l'évolution de vos emplois et des exigences qui sont reliées. Vous y référerez aussi souvent que nécessaire lorsque vient le temps de combler vos postes vacants. Vous pourrez également les utiliser pour la gestion quotidienne des ressources humaines, notamment pour planifier l'intégration d'un nouvel employé, pour évaluer des besoins en formation, pour établir un plan de gestion de carrière pour vos employés, évaluer leur rendement et déterminer une politique salariale juste et équitable. Les différents taux de TVA en vigueur. Le taux normal. Le taux normal de TVA est de 20%. Il s'applique à la plupart des ventes de biens et prestations de services, mais aussi aux centres équestres, aux boissons alcoolisées à consommer sur place ou à emporter, et aux produits alimentaires fins comme la confiserie, le caviar ou le chocolat. On trouve aussi le taux intermédiaire, il est de 10% et il s'applique à la restauration sur place, aux hébergements touristiques, au transport de voyageurs, aux entrées de musées, sites historiques et parcs, mais aussi aux médicaments non remboursés. Nous trouvons aussi le taux réduit. Le taux réduit est de 5,5% dans la plupart des cas et de 2,1% pour quelques produits et prestations spécifiques. Revenons sur le taux de 5,5%. Il s'applique à la restauration à emporter, aux équipements et prestations pour personnes handicapées ou âgées, aux rénovations de logements à visée écologique, à la vente d'œuvres d'art, au chocolat brut, aux abonnements de fourniture d'énergie, aux cantines scolaires, aux livres et aux billets de spectacles vivants et rencontres sportives. Et à propos du taux de 2,1%, ce dernier s'applique aux médicaments remboursables, à la contribution de l'audiovisuel public, aux animaux vivants de boucherie et de charcuterie, aux publications de presse inscrites à la commission paritaire des publications et agences de presse. Pourquoi ces taux différents? Des taux réduits sont accordés aux secteurs dont la vivacité nourrit l'économie, la culture ou le bien-être social et l'environnement de la société. Par exemple, le taux intermédiaire de 10% s'applique à la restauration sur place et le taux réduit à 5,5% à la restauration à emporter, ceci afin de favoriser l'emploi dans ce secteur. Par ailleurs, un taux de 5,5 s'applique aux rénovations visant à améliorer la qualité énergétique des logements dans une perspective de protection de l'environnement. Un autre exemple, les prestations fournies aux personnes dépendantes, qu'elles soient âgées ou handicapées, ne sont taxées qu'à 5,5% afin de favoriser l'équipement des personnes vulnérables. Bien sûr, les professionnels peuvent récupérer la TVA payée sur les biens et les services intermédiaires servant à exercer leur activité. Les catégories de produits. Définition. Un produit est un bien ou un service dont les composantes matérielles et immatérielles sont source d'utilité qui permettent de satisfaire les besoins et les désirs des consommateurs. Le produit possède une identité propre qui se caractérise entre autres par un nom, une marque, un conditionnement, une étiquette, une stylique. De plus, il répond à certaines exigences en matière de qualité et de normalisation. Les produits industriels, ce sont les produits utilisés dans le processus de production, que ce soit de transformation, utilisés directement dans le cadre de la production, les matières premières, les matériaux de construction, les pièces détachées, ou d'équipement. Ils ne satisfont pas à un besoin, mais ils contribuent à la production des produits destinés à les satisfaire, les machines et l'outillage. Les produits de consommation finale. Un produit de consommation finale est un bien qui est consommé par un ménage. Il est donc destiné à la satisfaction directe des besoins des ménages qui sont les consommateurs finaux. Le nom du produit, la dénomination de vente est la fonction principale qui permet d'identifier un produit. Dans certains cas, cette dénomination est claire et précise, comme pour une pomme, un aspirateur ou une montre. Mais dans d'autres cas,
Les mots prêtent à confusion. Quelle est la différence entre une crème dessert, un entremets ou une préparation lactée? C'est pourquoi, pour certains produits, la dénomination de vente est fixée par une réglementation. Elle peut imposer par exemple que la dénomination fasse apparaître l'état du produit ou le traitement qu'il a pu subir. Les codes des usages professionnels, des professionnels qui ont pris l'initiative de définir de façon précise les produits et leur mode d'obtention, par exemple le jambon de Paris, les saucisses de Strasbourg, etc. Vos fournisseurs. Pour les clients, une entreprise est liée à ses fournisseurs. Choisissez donc vos fournisseurs avec soin, ils peuvent impacter à la fois sur votre santé financière et votre image de marque. Vous devez aussi vous poser des questions. Pour trouver vos futurs fournisseurs, appuyez-vous sur votre offre, sur la clientèle ciblée et sur la gamme de produits visés. Qu'est-ce qui différencie votre entreprise de vos concurrents? Est-ce l'originalité de vos produits? Souhaitez-vous vendre des produits spécifiques? Établissez ensuite votre cahier des charges avec les critères que vos fournisseurs devront satisfaire. Vous y préciserez par exemple votre budget ou les services annexes que vous recherchez. Vous pourrez enfin identifier les fournisseurs avec qui vous pourriez potentiellement travailler grâce à des supports comme Internet, les organisations professionnelles, les annuaires, votre CCI, la presse, les manifestations professionnelles, les réseaux sociaux et les sites Internet. Lorsque vous avez repéré vos fournisseurs potentiels, comparez leurs prestations. Pour faciliter votre recherche d'informations, n'hésitez pas à vous présenter comme une entreprise en train de se former ou en cours d'immatriculation. Vous devez vérifier certains critères. Le prix. Au-delà du prix, comparez le rapport qualité-prix en incluant aussi les coûts cachés comme les coûts de transport et les frais spécifiques aux produits importés, les conditions d'achat et facilité de paiement, les délais de livraison, le dépannage, les services proposés. Y a-t-il un SAV? Existe-t-il une assistance technique? La santé financière de l'entreprise, les certifications et le respect des chartes, des normes et des règles. À partir de ces critères, vous effectuerez une première sélection. Cependant, vos fournisseurs vont devenir de véritables partenaires. Les rencontrer vous permettra de faire une idée de votre capacité commune à nouer une relation à long terme. Préparez à l'avance les questions que vous poserez à votre interlocuteur. Le fournisseur vous offre-t-il une possibilité de contrôle? Accepte-t-il que vous lui rendiez visite régulièrement? Renseignez-vous également sur la réputation de vos fournisseurs. Comment est-il perçu dans la profession? L'idéal pour cela est de rencontrer ses clients actuels. Votre futur fournisseur respecte-t-il ses délais de livraison? La qualité de ses produits et ses services est-elle satisfaisante? Vous devez vous sentir en confiance avec vos fournisseurs, à qui vous serez peut-être amené à confier des informations confidentielles, par exemple certaines informations technologiques. Si l'entretien conduit à la rédaction d'un contrat, prenez le temps de comparer les clauses avec celles des autres fournisseurs avant de signer. Entretenir la relation commerciale avec le fournisseur. Vous pouvez faire jouer la concurrence entre vos fournisseurs dès la négociation des contrats. Avant de signer, comparez-les, négociez les prix, les délais de paiement et les conditions d'achat. Si vous le pouvez, essayez de négocier un prix dégressif pour les produits qui se vendent bien et d'inclure dans les contrats une clause pour la reprise des invendus. Attention, en revanche, à ne pas vous laisser séduire par des offres trop alléchantes qui cachent souvent des contreparties contraignantes. Par ailleurs, pour augmenter vos chances d'obtenir des tarifs attractifs, limitez le nombre d'intermédiaires. Ayez également le réflexe de payer uniquement un acompte à la commande et le reste à la livraison. Cela vous offre une garantie en cas de désaccord. Vous n'aurez versé qu'un acompte. Enfin, incluez dans votre contrat des possibilités de renégociation. Cela obligera votre fournisseur à vous proposer des offres concurrentielles et faites un suivi des fournisseurs avec un historique des commandes et des informations, comme les délais de livraison et l'énumération des incidents.